Drop my needle. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. On passe un temps fou à optimiser nos algos pour gagner en performance. Il faut que ça tourne plus vite, que ce soit plus efficace et plus performant. On nous dit que les ressources ne sont pas illimitées et qu'il faut faire avec ce qu'on a. Alors forcément, on rêve tous secrètement à des data centers remplis d'ordinateurs quantiques où tout irait plus vite, où nos moyens seraient presque illimités par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Mais alors, que faudra-t-il changer dans notre façon de coder pour travailler avec un ordinateur quantique ? Est-ce un avenir réaliste pour tous les devs ? Et surtout, puis-je gagner des super pouvoirs en travaillant trop près d'un ordinateur quantique ? Pour répondre à ces questions imbriquées, je ne reçois pas Scott Lang, mais il s'y connaît dans le monde quantique. Constantin, bonjour. Bonjour Bruno. Alors Constantin, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Avec plaisir. Donc je m'appelle Constantin, je suis Quantum Software Engineer dans une start-up française qui s'appelle Pascal, qui a été montée il y a maintenant 2 ans et demi et qui développe un ordinateur quantique. Et donc dans ce métier-là, on développe des librairies informatiques pour pouvoir communiquer avec la machine. Et en même temps, en parallèle de ça, je fais une thèse, donc une thèse académique, plus sur des aspects théoriques de la puissance des ordinateurs quantiques. Donc du coup, aujourd'hui, tu es encore chercheur. C'est ça. Et donc, tu es chercheur et salarié en même temps. En fait, tu as un statut un peu hybride, c'est ça ? Ouais. En fait, je suis salarié de l'entreprise, Pascal. Et en fait, une partie de mon salaire est versée par l'État pour que je mène des missions plutôt académiques. Et en fait, mon sujet de thèse doit correspondre en fait à ça doit être une mission commune entre l'entreprise et un laboratoire de recherche public. Ok, canon. Quantum Software Engineers, bon, je t'ai déjà dit pendant qu'on préparait l'émission, mais je trouve que le titre est quand même carrément canon. Du coup, c'est quoi ? Vous faites des badges avec ça ? Enfin, genre, je sais pas, t'as envie de l'exhiber, un titre pareil, non ? Ouais, c'est vrai que je le trouve assez cool. Et moi, j'avais rajouté un petit Research and Development Quantum Software Engineer, mais bon, ça commence à faire beaucoup de mots. Mais ouais, c'est vrai qu'au niveau des noms, on peut faire un peu n'importe quoi. On a aussi un Chief Qubit Officer. On a des titres un peu rigolos. Ouais. Mais, ouais. Alors, du coup, avant de se plonger dans qu'est-ce qu'un Quantum Software Engineers, forcément, on a besoin d'un petit peu de rappel. Pour toi, c'est le quotidien. Mais est-ce que du coup, tu peux nous parler un petit peu plus de ce qu'est un ordinateur quantique par rapport à un ordinateur classique ? Bien sûr. Alors, je pense que vraiment, pour comprendre ce que c'est un ordinateur quantique, c'est important de partir de ce que c'est un ordinateur classique aussi. Parce que c'est ça qu'on fait, en fait. Un ordinateur classique, l'idée, c'est d'encoder de l'information dans un système physique et ensuite de le traiter avec des programmes, des algorithmes, et d'obtenir quelque chose en sortie, un résultat. Donc l'idée, c'est que dans l'informatique quantique, l'idée, c'est qu'on va encoder cette information-là dans un système qui est quantique. Et un système quantique, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un système qui est régi par des lois de la physique qui sont différentes des lois qu'on connaît, nous, dans notre monde à nous. Donc nous, dans notre monde, on a les équations de Newton, qui nous disent, par exemple, quand je jette une balle de tennis dans ce sens-là, avec tel angle, telle vitesse, alors elle va atterrir exactement là. Dans des systèmes quantiques, donc c'est de la physique à toute petite échelle, les lois sont complètement différentes. Et donc il y a d'autres lois, il y en a une qui s'appelle la loi de Schrödinger, qui donne l'évolution d'un système quantique. Et en fait, on va essayer d'utiliser cette loi de Schrödinger, donc ces nouvelles lois de cette physique quantique, pour encoder de l'information et la faire propager, évoluer d'une façon différente de l'informatique classique, et ce qui peut permettre en fait de trouver des résultats plus rapidement et de façon plus optimisée. Ouais. Donc du coup, c'est un encodage de l'information ou c'est aussi au niveau des transistors qu'il y a une différence dans la façon dont le processeur est lui-même architecturé ? Exactement. Donc nous, ce qu'on développe, on l'appelle un Quantum Processing Unit, donc un QPU. Et l'idée qui est assez intéressante, je pense que c'est intéressant toujours de regarder comment ça s'est développé dans l'histoire. Et donc si on regarde en fait nos ordinateurs aujourd'hui, ils fonctionnent sur le même principe depuis en fait les années 60. Et l'idée, c'est qu'on encode l'information dans un langage binaire, donc on a des 0 et des 1. Et l'avantage de ça, c'est que physiquement, c'est hyper simple à faire. Je prends un interrupteur, j'allume la lumière, il y a un courant qui passe, c'est un 1, j'éteins la lumière, il n'y a plus de courant, c'est un 0. Et donc, l'idée, c'est que en ayant plein de petits transistors, des petits interrupteurs comme ça sur une carte,
je peux encoder plein d'informations et aussi plein d'opérations. Je peux créer des additions, des soustractions, toutes sortes d'opérations comme ça logiques. Et en fait, plus j'ai de transistors, plus mon ordinateur est puissant. Et donc on commence en fait dans les années 60, en 64. Je crois que le premier transistor, il fait la taille d'une espèce de petite Game Boy et il a 64 transistors dessus. Et aujourd'hui, on a réussi en fait à miniaturiser les transistors et en rajouter. Et aujourd'hui, en 2020, je crois, il y a un processeur qui a été développé qui a 15 milliards de transistors sur la taille d'un ongle de petit doigt. Donc on est juste arrivé à une échelle incroyable où les transistors maintenant ils font seulement quelques dizaines de nanomètres. Donc c'est 10 puissance moins 9 mètres, donc c'est très 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 petit. Et en fait, si jamais on essaie de passer des transistors plus petits, donc pour avoir plus de capacité de calcul, on arrive à l'échelle des nanomètres, et à l'échelle en dessous de l'échelle du nanomètre, et en dessous de l'échelle du nanomètre, on arrive dans le royaume de la physique quantique. Et à ce moment-là, en fait, on perd toute l'information qu'on voulait coder de façon classique, puisque les nouvelles lois à cette échelle-là ne respectent plus du tout ce qu'on voulait faire. Et donc on ne sait plus en fait faire des processeurs plus petits, et donc c'était par stress on a besoin d'une capacité de calcul qui augmente au fur et à mesure du temps, et comme on n'était plus capable, parce qu'on était limité par ce mur de physique quantique, chercheurs se sont dit, mais en fait, si on utilisait des systèmes quantiques pour encoder l'information dans un nouveau paradigme. Et c'est ça, en fait, ce qu'on essaye de faire depuis les dernières années. Oui, parce que du coup, moi, j'avais vu que, c'est peut-être de la vulgarisation très vulgarisée, mais qui disait que, du coup, si on réduit les processeurs, en fait, du coup, la charge de l'électron ne sera plus suffisamment guidée par le transistor. Et du coup, ce sera plus 0 ou 1, ce sera peut-être 0 ou peut-être 1, parce que du coup, tu peux avoir un signal qui se perd, en fait, dans c'est ça, chemin. exactement, parce que l'évolution de ton électron sera à une échelle où c'est une évolution qui est complètement inattendue, et tu vas voir apparaître en fait les caractéristiques quantiques de ton électron, qui normalement, quand c'est un flux de milliards d'électrons, tu le vois pas, parce que tu as un comportement global, mais là, ça devient tellement petit que c'est au niveau de l'électron, et là, tu as des comportements inattendus. Ok. Et alors donc du coup, ce fameux qubit que vous manipulez sur un ordinateur quantique, donc du coup c'est une paire de ces 0, 0 ou 0,1 ou 1,1 ou 1,0. Mais donc du coup, j'imagine que les portes logiques dans un processeur sont aussi différentes. Enfin, c'est aussi comment est-ce que ça fonctionne du coup sur le côté QPU? Ouais. Comment ça fonctionne par rapport à un CPU? Ouais, donc ça c'est vraiment exactement ça. C'est une très bonne question parce que donc nous on n'utilise plus des transistors, on a des équivalents de transistors qu'on appelle donc des qubits comme tu disais. Et chez nous, chez Pascal, on encode l'information sur des atomes. Donc on a des atomes individuels de rubidium, qui est un atome qui a des caractéristiques qui nous intéressent, qui sont spéciales et utiles. Et l'idée c'est qu'on va encoder le 0 et le 1 sur des niveaux d'énergie de l'atome. Et ensuite, comment est-ce qu'on fait pour envoyer de l'information plutôt sur le 0, plutôt sur le 1, ou faire communiquer les atomes entre eux pour faire du calcul? On utilise des lasers. Et c'est les lasers en fait qui guident donc l'information encodée dans l'atome. Ensuite, je fais évoluer mon atome. Et c'est ça en fait mon algorithme, c'est de l'évolution temporelle de mon atome, mais qui est contraint par mon laser. Et ce laser-là, il va implémenter certains algorithmes en particulier. Donc la porte logique, en fait, c'est le laser qui va faire évoluer ton système. Et après, du coup, tu lis ton système et du coup, tu as le résultat de ton opération. C'est ça, j'ai le résultat de mon opération. Et donc le fonctionnement en fait, d'un ordinateur quantique, c'est que tu le fais opérateur. Tu as une opération à faire, donc tu lis le résultat, puis tu passes à la suivante, et ainsi. Donc c'est vraiment opération par opération, c'est ça? Ouais, donc alors tu as plusieurs façons de voir la façon dont fonctionne un algorithme quantique. Et donc c'est effectivement cette notion la plus proche de l'informatique classique qu'on connaît, l'informatique digitale, c'est ces portes logiques, où en gros tu pars de ton état, et ensuite tu ajoutes ces portes-là, donc un coup de laser comme ça, un coup de laser comme ça, et ensuite à la fin tu mesures ton système, tu obtiens un résultat, mais en général tu as besoin de faire beaucoup de lectures de ton système pour avoir un résultat convaincant, parce que ça c'est une des propriétés de physique quantique, c'est qu'en fait ton système, donc ton QPU, il est dans une superposition de plein d'états, et pour être sûr dans quel état il est vraiment, ou celui que tu as essayé de préparer, il faut que tu mesures plein de fois. Donc nous ce qu'on fait, c'est qu'on prépare nos atomes, et ça prend un peu de temps, et c'est assez spécial puisqu'il faut les isoler un par un, et ensuite on envoie des lasers dessus qui travaillent dessus soit localement, soit globalement. Ensuite on mesure et on recommence. Et il faut qu'on le fasse au moins, tu vois, une centaine, milliers de fois pour obtenir vraiment le résultat qu'on attend. Donc donc tu fais plusieurs fois le même calcul pour valider que le calcul est juste. Exactement. Ouais. Tu peux pas juste un truc, ce serait idéal si tu pouvais juste le faire une fois et tout est parfait et t'as la solution, mais là il y a un autre problème de notre informatique qui est que aujourd'hui on a des systèmes qui sont pas correcteurs d'erreurs. Okay. Et en fait des erreurs en quantique il y en a tout le temps parce que c'est très très fragile.
comme système. Et alors du coup, justement, tu parles donc il faut que tu aies un temps de préparation des atomes pour les aligner, pour les mettre en position et les préparer. Ouais. Ça prend combien de temps du coup entre chaque opération que tu lances? Donc nous, en gros, on est capable, aujourd'hui, notre fréquence de répétition de mesure, c'est de l'ordre de la dizaine de hertz, donc c'est genre 10 par seconde. Ce qui est pas beaucoup quand on compare à des processeurs classiques. Ouais, sur et en même l'information temps, qui ça peut paraît faire. ouf quand on se dit que du coup, tu alignes des atomes quand même. Enfin, Ouais, c'est c'est pas clair. négligeable de le faire aussi vite. C'est clair. Oui, c'est effectivement assez rapide, et je recherche juste parce que j'ai les échelles de temps exactes que je peux retrouver. Normalement, mais oui, c'est assez rapide. Ouais. En gros, une opération. En fait, le temps de l'opération vraiment purement quantique, elle est hyper rapide. C'est de l'ordre de la microseconde. Mais par contre, le temps qu'on prend pour préparer tout le système, en fait, ça prend 10 fois, 100 fois plus de temps. Ok. Donc, c'est ça qui est difficile, c'est que toute la partie utile de notre calcul, elle demande un temps de préparation qui est très long. Et alors du coup, c'est une question qu'on a sur le chat et c'est aussi que je me pose. C'est quoi l'avantage du coup de ce calcul quantique? Si déjà le calcul est incertain, donc j'ai besoin de le faire plusieurs fois, Ouais. et que tu as en plus, donc tu as effectivement un clock qui est assez bas par rapport au CPU qu'on a aujourd'hui. Mhm. Et donc du coup, quel est l'avantage réel de l'ordinateur quantique par rapport à un CPU aujourd'hui? Ça, c'est une super bonne question, et c'est tout le... En fait, la question, on sait qu'il y a des avantages dans certains domaines, mais des avantages utiles pour des boîtes aujourd'hui, on est en train de les chercher à ces cas d'application. Et ça fait partie en fait de mon travail de thèse aussi, c'est de déterminer l'ensemble des problèmes où il y a effectivement un avantage quantique dessus. Mais je pense que les exemples les plus simples, en fait, c'est ces informaticiens qui ont écrit des algorithmes quantiques, donc un ensemble, tu vois, de portes logiques que tu fais opérer sur un système quantique. Et en fait, comme les lois de la physique, elles sont différentes des lois de la physique classique, les algorithmes qu'on peut écrire peuvent avoir des propriétés qui n'existeront jamais pour des algorithmes classiques. Et donc, ce qu'on est capable de faire, par exemple, c'est qu'il y a un algorithme assez connu qui s'appelle l'algorithme de Grover, qui permet de rechercher un élément dans une base de données désordonnée. En gros, dans un programme classique, si tu cherches un élément dans n données, dans le pire des cas, tu vas devoir aller à travers tous les éléments de ta liste pour trouver, parce que ça peut être le dernier. En quantique, il se trouve que si tu encodes l'information dans un système quantique, on est capable d'écrire un algorithme avec des portes logiques quantiques qui permet de trouver l'élément marqué en seulement racine de n, nombre de pas de ton algorithme, de répétition. Et donc, ça, c'est des trucs assez incroyables où en fait, tu n'as même pas besoin d'aller jusqu'au bout de ta liste pour trouver le résultat optimal. Donc en fait, ce que tu dis, c'est que l'ordinateur quantique va avoir des applications, mais hyper spécifiques, Ouais. et peut-être même des applications qu'on n'a pas aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est un paradigme vraiment complètement différent. Exactement. Et nous, par exemple, notre ordinateur à la base, il a été créé pour simuler des systèmes quantiques. Donc tu sais, par exemple, si tu veux... Donc là, c'est un tout petit peu... C'est un peu méta, C'est un peu truc méta, quantique qui fait qu'il a simulation Exactement. quantique. Ok, d'accord. Mais tu sais, par exemple, si tu veux construire un avion, plutôt que de construire 15 000 fois un modèle taille réelle que tu balances, tu fais « Ah, celui-là, il a craché, il marche pas. Ah, celui-là, il a craché, il marche pas. » Tu fais sur ton ordinateur, tu simules en fait des ailes d'avion sur un logiciel, par exemple, de Dassault Systèmes. Et ensuite, une fois que tu as bien paramétré tout ton truc, tu le construis pour de vrai ton avion, et là, tu peux faire des nouveaux tests. Oui, mais là, du coup, si tu reprends l'analogie, Ouais. c'est comme si je construisais une aile d'avion pour construire une simulation d'aile d'avion. Ouais, alors... Et donc, vous construisez un ordinateur quantique pour faire une simulation d'ordinateur quantique. Alors, t'as raison, mais c'est vrai que on se le dit souvent, en plus, on se dit, tiens, c'est marrant, on est en train de construire un truc qui simule parfaitement notre truc. Tu te dis que c'est pas hyper fiable, c'est pas génial, c'est quoi. normal, quoi. Ouais. Mais non, en fait, non, il y a vraiment des trucs hyper intéressants qu'on fait avec, c'est que, en fait, t'as plein de... Donc, c'est plutôt pour la recherche scientifique, ça, pour des physiciens, qui essayent de comprendre, qui essayent d'explorer des phases un peu exotiques de la matière, où, en gros, nous, on comprend bien le comportement de la matière avec un atome, 2 atomes, mais en fait, il y a des comportements qui émergent une fois que t'as plusieurs milliers d'atomes, ou 10 000 atomes, comme, par exemple, de la supraconductivité, donc qui permet d'avoir, en gros, de ne pas perdre d'énergie quand tu fais passer un courant dans un fil. Et pour comprendre ces phénomènes-là, en fait, ils ont besoin d'avoir un simulateur quantique. Et nous, c'est ce qu'on propose, en fait. Notre ensemble d'atomes, il peut simuler autre chose que juste les atomes qu'on a en particulier. Il peut simuler, tu vois, il y a plein de... Ou par exemple, si tu essaies de comprendre comment fonctionne la photosynthèse, par exemple, c'est comment est-ce qu'une feuille, il y a l'énergie du soleil, donc un photon qui arrive sur la feuille, qui est transporté en excitation jusqu'au cœur, et qui ensuite est converti en énergie. Il y a des scientifiques qui disent « Ah, moi je crois que j'ai un candidat pour ça, je pense que je peux comprendre comment ça marche, mais je peux pas tester mon hypothèse, parce que j'ai pas de... si j'essaie d'utiliser un ordinateur classique pour le simuler, ça va me demander des calculs gigantesques.
Et par contre, nous, avec notre simulateur, on peut lui proposer de simuler à un coût quasiment zéro, en gros, de simuler le système qui l'intéresse. Et donc, grâce à ça, les scientifiques du CNRS là, qui ont monté cette manip et que nous, on est en train de construire un ordinateur quantique, en fait, tous les 8 mois, 9 mois, ils font des découvertes incroyables que personne ne peut découvrir parce qu'ils sont capables d'aller explorer des phases de la matière un peu exotiques grâce à ce simulateur quantique. Mais, donc en fait, il y a plein de trucs intéressants à faire dans la découverte de nouveaux matériaux, par exemple. Tu vois, des nanomatériaux, faire des nouvelles cellules photovoltaïques beaucoup plus efficaces que ce qu'on a aujourd'hui. Ou plein de trucs comme ça, ou par exemple, tu vois, comment capter du carbone dans l'air. Ça, pour le construire, il faut déjà comprendre comment ça pourrait marcher. Et pour comprendre comment ça pourrait marcher, tu as besoin d'un simulateur quantique, en gros. Et c'est ça ce que nous, c'est une partie de ce qu'on propose. Ok, donc en fait, le gain, en fait, c'est sur le niveau de complexité des calculs par rapport à ce qu'on pourrait faire sur un ordinateur normal. Ouais. Mais du coup, c'est quoi? Tu peux faire des calculs plus complexes ou tu peux faire plus de calculs plus vite? Les deux. Ouais, exactement. Tu peux faire soit beaucoup plus complexe, soit tu peux aussi aller plus vite, ça qui est génial. Donc c'est pour ça que dans la théorie, les ordinateurs quantiques sont réputés pour être capables de casser les encryptions les plus performantes aujourd'hui, mais qui en fait demain seront facilement cassables par rapport à ça. Exactement. Tu vois, typiquement là, sur cet algorithme de Grover, quand je dis que plutôt que ça te prend n étapes, plutôt que de prendre n étapes, ça te prend racine de n étapes, c'est un gain qu'on appelle quadratique, parce que c'est une racine carrée. Mais sur l'algorithme de Shor, par exemple, tu peux avoir, dans certains cas, un gain exponentiel. Ou en gros, un code qui te prendrait en fait 100 ans à brute force sur ton ordi classique te prendrait en dessous d'une minute pour le faire avec ton ordi quantique. Mais pour implémenter cet algorithme de Shor, le truc c'est que ça c'est un informaticien théoricien qui l'a écrit et il attend que la machine soit créée. Mais la machine, c'est plutôt des physiciens qui sont en train de la créer et c'est hyper dur à faire. Donc aujourd'hui, typiquement l'algorithme de Shor, de factorisation des nombres premiers, on ne peut pas le faire sur nos machines actuelles à des échelles qui sont vraiment dangereuses pour la cryptographie actuelle. Il faut qu'on soit capable d'avoir un ordinateur avec déjà assez de qubits, donc, et aussi un contrôle dessus et une qualité de l'encodage et de correction d'erreurs. En gros. Et donc on revient effectivement sur ce que tu évoquais tout à l'heure, vous êtes obligé de valider les calculs pour vous assurer que le résultat est juste en fait, donc il faut les faire plusieurs fois. Voilà, c'est ça, exactement. Parce que typiquement, voilà, tu vois, nous on va faire une opération, par exemple, je cherche le chemin le plus rapide pour aller d'ici à la Tour Eiffel, et j'ai, mettons, je sais pas, une centaine de trajets différents. L'idée, c'est que je vais encoder en fait sur mon système quantique les 100 chemins différents, et ensuite, à la fin de mon algo, je vais mesurer le système. Et normalement, quand je le mesure, il est supposé me donner la solution optimale. Mais c'est possible qu'en fait, il y ait une probabilité qui me renvoie un truc sous-optimal. Donc en fait, il faut que je fasse plein de mesures. Et à la fin, je prends en gros le meilleur de... Tu vois, je prends celui avec la plus grosse fréquence que j'ai obtenue. Et si mon calcul s'est bien passé, normalement, c'est le chemin le plus rapide. Ok. Et alors du coup, donc, tu nous expliques aussi que tu as un système de quelques centaines d'atomes, c'est ça qui sont alignés, on va dire. Donc tu as un temps de préparation de ces atomes-là. Tu as du coup le temps de ton opération et après le temps de lecture de l'information. Si demain, on veut passer on passe à un facteur 10, du coup, donc on passe à 1000 atomes. Qu'est-ce qui va prendre Est-ce que du coup les trois ont une progression linéaire? C'est-à-dire qu'est-ce que le temps de setup ça va être 10 fois plus, le temps d'opération ça va être 10 fois plus et le temps de lecture c'est 10 fois plus? Ou est-ce que pareil tu as des progressions en fait, qui sont peut-être exponentielles d'un certain côté ou Ouais, super question. Donc effectivement en fait nous il y a un truc qui se passe dans notre système, c'est que quand on prépare notre système d'atomes, en gros c'est à l'intérieur d'une cavité à vide et on va créer en fait des pièges de lumière dans lesquels on va mettre les atomes. Mais en fait, quand on allume ces pièges, on a une probabilité de un peu plus de 50% de piéger les atomes dans des pièges. Donc en fait, si tu essayes de piéger par exemple dans un carré de 10 x 10 atomes, donc une centaine d'atomes, en fait de façon aléatoire, tu as 50 à 60% des sites qui vont être remplis. Et donc par rapport à ce que tu veux faire comme opération, il faut que tu réarranges les atomes dans la configuration qui t'intéresse. Parce que la façon dont tu configures tes atomes aussi est importante dans ton calcul, ça fait partie de la préparation en gros. Et donc... Ça, c'est un problème, c'est que ça prend du temps pour réarranger. Et plus tu as d'atomes, si tu imagines que tu as 10 000 atomes, que tu dois tous les réarranger un à un, pour les réarranger, ce que tu fais littéralement, c'est que tu prends un petit laser et alors tu dois le bouger partout, tu vois, sur ta matrice. Donc c'est hyper difficile à faire. Et donc on a des mecs en interne qui bossent sur une façon d'optimiser ce genre d'algo. Mais effectivement, ça, typiquement, c'est un truc qui scale pas super bien. Okay. Parce qu'en plus, ta durée de vie des atomes, elle est limitée. Donc, tu as un certain temps, tu as un certain nombre de minutes pendant lequel ton système il est à l'équilibre. Et donc, il faut que tu aies le temps de faire tout le réarrangement
faire le process quantique, en gros l'évolution quantique, puis la lecture dans ce temps-là. Mais donc l'étape de préparation sera effectivement plus longue, ça va être difficile. Par contre, l'étape de processus quantique, elle sera à peu près linéaire en nombre d'atomes que tu rajoutes. Et ensuite, la mesure, elle est constante, ça change jamais parce que tu mesures tout le temps tout le système. Donc en fait, attends, la mesure, tu es en train de me dire que tu es un atome, 100 atomes ou 1000 atomes, ça te prend autant de temps à mesurer. C'est même pas une progression linéaire, c'est flat. Oui, parce que la mesure qu'on fait, nous, elle est globale. Donc en fait, que tu aies un atome, 10 atomes ou 100 atomes, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, sur notre système d'atomes, on va faire une image par fluorescence, en fait. Donc les atomes qui sont dans l'état... en fait, donc les atomes, ils ont une probabilité d'être en 0 ou en 1. Et normalement, dans ton algo, tu as fait de telle sorte que tu aies maximisé le 0 ou le 1 sur un des deux atomes, enfin sur ton atome, pardon. Et l'idée, c'est qu'on a une manip qui permet de virer les atomes qui sont en 1, et ensuite on fait une photo, en gros, par fluorescence, donc on envoie un laser, ça fait fluorescer les atomes, et ça, c'est une image qu'on récupère sur une caméra CCD, tu vois, donc un truc complètement classique. Donc on prend une photo du système. Donc prendre une photo d'un système où il y a un atome, 1000 atomes, 1 million d'atomes, ça sera toujours la même chose. Par contre, si jamais on veut faire des mesures locales, donc ça va être ces choses qui sont importantes aussi, là, ça sera linéaire, du coup. Ok. C'est assez ouf. J'essaye de formuler des questions. Attends, parce que du coup, tu nous as dit que l'atome, il est soit en 0, soit en 1, mais un qubit, c'est une paire binaire. Et du coup, elle est où ta paire? Pourquoi c'est où le 0, 0, 1, 1 et Alors ça, c'est un qubit, c'est vraiment que du 0 et du 1, pour le coup. C'est juste que, en fait, il est en superposition des deux. Et c'est juste un terme... Enfin, c'est un peu dommage, ça, c'est quand tu essayes de vulgariser un peu le truc, ça paraît un peu surnaturel, cette histoire de superposition, mais il n'y a rien de fou, en fait, parce que quand tu regardes il n'y a rien de fou parce que toi, t'es physicien, tu connais ces sujets-là et tu les maîtrises, mais pour nous, c'est quand même encore un peu abstrait. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que quand je dis il n'y a rien de fou, c'est que c'est pas aussi dingue que ce qu'on pense. Okay. Tu vois, quand tu mets en maths, quand tu regardes un vecteur dans l'espace et tu dis c'est 1x plus 2y, tu vois, genre ça te donne un vecteur dans l'espace, bah tu pourrais dire c'est une superposition de x et y, c'est un truc de dingue, mais en fait c'est juste que ton objet il vit là-dedans. Et donc en gros, juste un qubit, c'est pareil, il a le 0 et le 1 et il a des coefficients devant et il va être genre 30, tu vois, genre 50% 0 plus 50% 1. Et ça veut juste dire que quand je vais le mesurer, j'aurai 50% de chance de trouver le 0, 50% de chance de trouver le 1. Mais je peux être dans une superposition différente où je suis par exemple en 100% sur le 1 et en 0% sur le 0, donc chaque fois que je mesure, je vais mesurer 1. Et en fait, donc ça c'est juste l'histoire de superposition, c'est juste que tu as ces coefficients-là qui sont devant le 0 et le 1, qui te donnent l'état de ton qubit. Et après, tu peux mettre deux qubits ensemble. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant, où tu crées ce qui s'appelle l'intrication. Et c'est là où il y a ces fameuses paires dont tu parles, les 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Et l'idée, c'est qu'en fait, tu prends deux qubits, donc chacun peut être en 0 ou en 1. Donc en fait, si tu regardes les deux en même temps, ils sont soit en 0, 0, ils ont une probabilité d'être en 0, 0, une probabilité d'être en 0, 1, une autre en 1, 0, et une dernière en 1, 1. Et plus tu rajoutes d'atomes comme ça, en fait, plus ton système, il est dans un espace qui est très grand, et en fait qui est exponentiel. Donc si tu as n atomes, tu as un système qui est de taille 2 puissance n. Et donc en fait, ce qu'on appelle un qubit, donc en fait, ce que vous utilisez avec ces 100 atomes, c'est un qubit en fait. C'est ça? Ou c'est une superposition avec, d'une centaine d'atomes où du coup tu as ce chiffre binaire qui a du coup une probabilité une superposition de toutes les possibilités en même temps. Ce sera donc nos 100 atomes, donc on a 2 puissance, tu vois, on a 2 puissance 100, donc attends, ça fait combien de 2 puissance 100? Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ok, on est sur du 1 à 10 puissance 30, donc milliard c'est 10 puissance 9, donc c'est très grand. Okay, bah en fait, c'est en fait, si tu pouvais écrire toutes les combinaisons binaires de nombres 0, 1, et t'en prends en fait 100, tout cela, ils sont dans notre système, en gros. Et sur chacun de ces bit strings, on a une certaine amplitude de probabilité qui est distribuée dessus. Et c'est de là, du coup, que vient l'incertitude qu'il y a et l'obligation que tu as à refaire c'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. C'est que, en fait, tu vois, t'imagines le nombre d'états que je peux mesurer, en fait, c'est toutes les bit strings possibles. Et en fait, mon système quantique, je vais jamais réussir à préparer parfaitement toute l'amplitude, toute la probabilité
de mesure sur un seul bit string. Je vais forcément avoir un peu de dispersion sur le reste des états. Donc c'est pour ça que je fais beaucoup de mesures pour reconstruire à peu près la tête que ça a et me dire ok, en fait c'est lui, c'est ça le résultat que je veux. Parce qu'on était plusieurs, que je dis plusieurs parce que je sais qu'il y a au moins moi et une personne dans le chat qui a après la même idée que moi, c'est que quand tu nous parlais de cette incertitude, nous ce qu'on voit c'est des systèmes de machine learning en fait ou des IA qui apprennent petit à petit à affiner leur capacité. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que cette incertitude que tu as sur un qubit, est-ce qu'elle est inhérente au système ou est-ce qu'en fait on arrivera petit à petit à avoir des systèmes où tu n'auras pas besoin de refaire un calcul pour t'assurer qu'il est vrai? Ouais, ça c'est une bonne question. Donc il y a 3 sujets hyper intéressants là, dans cette question en fait. Donc la première c'est... Oui, c'est de l'intrication de questions. Ouais. C'est ça. Exactement. Non, il y a une question qui est super intéressante, c'est que oui, ça fait partie d'un système quantique où ton amplitude de donc peut-être que je vais juste définir ça juste une fois pour toutes pour être sûr. C'est que quand je dis amplitude de probabilité, c'est quelle est la probabilité d'avoir le 0, le 1, ou si j'ai 2 atomes, c'est quelle probabilité j'ai d'avoir le 0, 0, le 0, 1. Et donc en gros, sur chacun de ces états-là, je vais avoir une certaine probabilité associée. Et l'ensemble de ces probabilités-là, donc ma distribution de probabilité, ça représente mon état quantique en gros. Et l'idée, c'est que dans tous mes algos, je vais essayer de faire en sorte d'augmenter les amplitudes sur les solutions et de diminuer les amplitudes de probabilité sur les choses qui ne sont pas solutions. Mais j'aurai toujours, si tu veux, je pense que c'est assez compliqué de ne jamais d'avoir vraiment 0, 0 exactement sur les états qui ne t'intéressent pas. Par contre, tu peux quand même essayer de maximiser, être à 75% sur la solution qui t'intéresse. Après, il y a aussi, donc tu parlais de machine learning et d'affiner, etc. Nous, on fait en fait aussi du quantum machine learning, donc nouveau buzzword assez génial. Et l'idée, c'est que on peut aussi en fait essayer de paramétriser. En fait, tu sais, comme dans un réseau de neurones où tu as plein de paramètres que tu dois optimiser. Nous, on fait pareil sur notre système, mais les paramètres, ça va être les paramètres de notre laser, en gros. Et on va essayer de modifier les paramètres pour maximiser le meilleur output possible, en gros. Et donc après, on a une boucle comme ça avec un processeur classique et tu peux faire du machine learning comme ça pour essayer effectivement, comme tu disais, d'avoir le plus haute probabilité sur la solution optimale. Mais rien n'est... ouais. Les théoriciens te diraient que oui, tu peux faire en sorte que tu maximises l'amplitude asymptotiquement à 1, mais en fait, ouais, non. Je pense que c'est pas le cas. Donc du coup, alors si j'ai bien compris, j'essaie de reformuler, parce que ça me permet d'assurer que j'ai bien compris. Ouais. Ce que tu me dis, c'est que cette incertitude, on pourra réussir à la réduire, pas forcément à la faire disparaître, mais en tout cas à la réduire, en améliorant la mécanique avec les lasers que vous avez, ce qui est équivalent à peu près aux portes logiques qu'on a sur un CPU classique. Et donc en fait, c'est en améliorant l'architecture de ton QPU que tu arrives du coup petit à petit à améliorer cette incertitude, c'est ça? Ouais, parce que tu as aussi, en fait, c'est ça le truc, c'est que tu as aussi des erreurs. Ton laser, c'est supposé être un truc ultra précis, mais c'est un système physique qui a lui aussi ses propres variations. Et donc, si jamais toi, tu voulais envoyer un certain pulse de ton laser, et qu'en fait, c'est un pulse un peu différent qui est envoyé, tu es en train de modifier en fait l'évolution de ton système. Et donc, corriger les erreurs, et ça, c'est des types d'erreurs que tu as naturellement sur ta machine. Et tant qu'il y a un énorme boulot qui doit être fait, c'est aussi de corriger les erreurs sur la machine. Pour être sûr que... En fait, si tu veux faire des portes logiques à la façon digitale, donc à la façon des informaticiens, il faut qu'il y ait de la correction d'erreurs. Parce que sinon, ton système, très rarement, tu auras vraiment le output que tu voulais avoir, en fait. Parce que tu vas dire, ouais, je balance ce laser-là et tout, mais en fait, c'est pas du tout ce qui se passe dans ta machine. Et à la fin, tu récupères un résultat qui n'a aucun rapport avec ce que tu voulais. Et alors, du coup, cette incertitude, est-ce que tu es obligé, du coup, de redéfinir un peu ton système à chaque fois que tu refais ton opération, ou tu la refais vraiment telle quelle, c'est-à-dire que tes lasers fonctionnent de la même façon, c'est juste que ton arrangement d'atomes, c'est pas les mêmes atomes, et donc du coup tu as un résultat qui peut être différent. Tu vois, quand tu refais ton... Parce que si tu... c'est Einstein qui disait que la définition de la folie, c'est faire plusieurs fois la même opération et attendre des résultats différents. Mais donc, qu'est-ce qui change en fait dans les deux opérations qui fait que tu arrives petit à petit à avoir un résultat vrai, à confirmer un résultat ou pas? Oui, c'est trop drôle. C'est vrai que là, pour le coup, le quantique a dû faire mal à Einstein sur ce coup-là, parce que c'est effectivement... Et c'était lui, en plus, il n'était pas du tout d'accord avec ces théories-là. Il disait que c'était pas possible qu'il y ait que Dieu ne jouait pas au dé. Donc il trouvait ça bizarre que tu puisses avoir des outputs différents avec le même système quantique que tu as préparé de la même façon. En fait, donc, dans le système de contrôle du QPU, les lasers et tout, en général, on appelle ça des shots à chaque fois que je fais une mesure. En général, d'un shot à l'autre,
mon système n'a pas tellement varié. Par contre, si je fais une expérience qui dure une dizaine d'heures, c'est possible qu'au bout de 8 heures, mon laser, en fait, tu vois, commence à avoir certaines défaillances. Et donc, le système que j'ai préparé, ça sera plus exactement le même. Par contre, la raison pour laquelle on répète l'opération plein de fois, c'est on est vraiment en train de répéter la même opération. Nos atomes, en fait, ça c'est l'avantage dans la nature, les atomes ils sont tous identiques. Donc j'en prépare 100 aujourd'hui, j'en prépare 100 demain, ce sera vraiment les mêmes atomes. Et donc si le laser est dans la même configuration, tu vois, aussi le vide est dans la même configuration, je suis capable d'effectuer la même mesure. Mais la raison pour laquelle je dois faire plein de mesures, c'est que mon système, à chaque fois que je le mesure, il me donne une petite information sur son état. Mais du coup, moi je veux faire plein de mesures pour avoir le plus d'informations possible sur son état et reconstruire l'état dans lequel il est, tu vois, et c'est ça qui m'intéresse. Donc c'est des mesures, c'est intrinsèque à faire de l'informatique quantique, c'est qu'il faut que je fasse plein de mesures. Ok, je vois. Question subsidiaire qui va m'en aller très vite. C'est quels atomes que vous alignez? J'imagine que c'est un atome en particulier. Bien sûr, ça s'appelle du rubidium. Okay. Ah oui, tu l'as dit tout à l'heure. Ouais, et donc l'atome de rubidium, en fait, il a des caractéristiques physiques qui nous intéressent. Déjà, il est pas cher. Donc en fait, on pense en général que c'est une denrée très rare, mais tu vois, en fait, nous on utilise dans le labo, on a un bloc de rubidium et ça doit coûter $30 à l'achat. Et ça te dure ça doit durer, j'imagine, de l'ordre de l'année, quoi. Et le rubidium, il a des propriétés qui sont super intéressantes, qui nous permettent de faire de l'intrication de façon rapide. Et en fait, dans la communauté scientifique de la matière condensée, donc des systèmes d'atomes, il y a beaucoup de labos qui utilisent des atomes de rubidium. C'est un peu le truc que tout le monde utilise. Ok, je vois. Alors du coup, il y a une question qui vient effectivement du chat de la part de Grumpy, que je trouve assez pertinente. Ce qu'il dit en fait, c'est que nous aujourd'hui en tant que développeurs sur des ordinateurs classiques, standards, en fait on pense plus du tout à comment marche un CPU. C'est-à-dire que pour nous, tu vois, on a tellement de niveaux d'abstraction, c'est-à-dire qu'entre le langage qu'on utilise et le CPU, il y a tellement de couches d'abstraction qui interviennent qu'en fait on est hyper loin de ça. Là où toi aujourd'hui tu es au contraire hyper proche de ton hardware au final, et du coup tes algos j'imagine sont très liés au hardware. On arrivera plus tard sur la partie purement dev. Est-ce qu'on va arriver un jour à une espèce de banalisation de l'ordinateur quantique qui fera que pareil on fera du PHP sur un ordinateur quantique sans même se soucier de comment fonctionnent les portes logiques qui vont avec? Ouais, c'est une super question. Évidemment, c'est le but, hein. On peut pas. Si à chaque fois tu es obligé d'écrire ton algo en pensant au hardware qu'il y a derrière, ça veut dire qu'il te faut une thèse en physique atomique pour être sûr de savoir ce que tu es en train de faire. L'idée, c'est qu'on est en train de construire des librairies de plus en plus haut niveau. Et donc, nous, aujourd'hui, et là, n'importe qui peut l'essayer d'ailleurs. Elle s'appelle Pulsar. La bibliothèque, elle est en ligne. Elle est évidemment en libre accès. Et l'idée, c'est qu'en fait, tu peux. Et Google aussi a développé un framework, IBM aussi. C'est des frameworks qui sont haut niveau en Python, en fait. Et tu écris ton algo en Python. Et ensuite, c'est converti, si tu veux. Il y a un compilateur pour le hardware spécifique. Et après, boum, ça lance les opérations et tu n'as plus besoin de le faire. Mais c'est vrai que nous, on est obligé. Il faut vraiment que nous, on construit toutes les couches software de l'utilisateur. Et on espère qu'un jour, il y aura effectivement des devs quantiques. Mais pour l'instant, ouais, il faut qu'on construise toutes les couches. Okay. Mais évidemment, c'est le but. On veut pas que les gens aient besoin de savoir ce qui se passe au très bas niveau. Alors, pour terminer sur la partie hardware, parce qu'il faut quand même qu'on parle un petit peu du dev, parce que je trouve ça aussi intéressant. Pendant longtemps, l'ordinateur quantique, c'était une théorie. On pensait que ce serait jamais réalisable pour des raisons de complexité ou d'incertitude ou je ne sais quoi. Qu'est-ce qui a fait que d'un coup, on a réussi à trouver... C'est quoi? C'est la découverte du rubidium, c'est ça? Ouais, le rubidium. En fait, le rubidium, c'est que depuis longtemps. Et ce qui s'est vraiment passé, en fait, c'est que ces algos-là d'informatique quantique, les gens l'ont sorti dans les années 90. Ils ont dit, si vous me donnez une machine de Turing, donc cette machine de Turing, c'est le modèle théorique en informatique d'un ordinateur. Si vous me donnez une machine de Turing avec des lois qui régit par des lois de la physique quantique, je suis capable d'écrire un algo qui fait ces trucs-là hyper vite. Et donc les informaticiens étaient hyper excités. Et après, de l'autre côté, t'as des physiciens expérimentaux qui ont commencé à réussir à contrôler des systèmes quantiques. C'est d'ailleurs des prix Nobel français dans les années 90 qui ont été les premiers à réussir à isoler un atome, ou tu vois, isoler un ensemble d'atomes. Et au fur et à mesure qu'on a été capable de mieux contrôler des systèmes quantiques, on a commencé à être capable d'implémenter des semblants d'algorithmes quantiques. Et donc en fait, c'est vraiment ça, la révolution, elle vient du côté du hardware en fait. C'est des expérimentateurs qui ont été capables de contrôler des systèmes quantiques de façon assez
versatile pour que tu puisses commencer à faire des algos dessus. Et c'est là vraiment d'où vient la révolution en quantique. Mais la probabilité qu'on ait ça un jour dans notre salon ou dans un laptop est quand même encore très faible, j'imagine. Ou... Ouais, alors en plus, c'est même pas honnêtement, c'est pas destiné à être dans ton laptop parce que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre dans des data centers. Et à un moment, si jamais tu as un calcul qui peut être accéléré par du quantique, pouf, ça passe en QPU, ça te sort la solution et voilà, tu as accéléré ton calcul. Mais les conditions dont on a besoin, en fait, c'est il faut faire le vide dans notre machine. Donc, dans notre machine, la cavité où on a nos atomes, il y a une pression qui est des millions de fois plus basse que ce qu'il y a dans l'espace. Et pareil pour niveau température. La température dans l'espace, elle est de quelques kelvins, et nous, on a des micro-kelvins. Donc, on est des millions de fois plus petits. Donc, c'est des conditions que tu peux pas avoir dans ton laptop chez toi, dans ton salon. Donc, tout ça, on est capable de le mettre dans une espèce de rack. Et après, boum, on fout ça en data center et tout le monde peut l'utiliser via cloud. Ok, donc l'idée, c'est que tu as un ordinateur quantique dans un data center qui est accessible à des milliers de clients. Voilà, exactement. Et qui va être vraiment... c'est presque transparent pour le client, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. C'est que tu auras sûrement des boîtes qui vont se développer, en fait, qui vont se rendre compte, qui vont automatiser toutes les tâches que tu peux faire rapidement sur l'ordinateur quantique. Et ensuite, boum, toi, tu n'as rien à faire, tu développes ton code, tu dis, ah d'ailleurs, mais comme quand tu utilises un GPU, par exemple, pour faire des calculs matriciels, là, ce serait pareil. Ce serait, tiens, cette partie-là, en fait, en quantique, elle est rapide, et tu ferais cette partie-là avec ton QPU. Ok, canon. Donc, si je comprends bien, tu es un quantum software engineer qui travaille au quotidien avec des lasers. Ouais. T'as vraiment un métier hyper cool, on va quand même pas se mentir. Alors, les lasers, je les vois pas trop, parce que c'est plutôt l'équipe hardware qui est dessus, mais oui, on connaît les lasers. Oui. Puis j'imagine même que les lasers sont peut-être un niveau de rapidité et de fréquence qui est très particulier, qui fait que de toute façon, tu les verrais pas à l'œil humain. Tu peux, mais si tu le regardes, tu peux perdre la vue, donc vaut mieux faire gaffe. C'est gênant, en effet. Du coup, maintenant, pour parler un petit peu plus de l'aspect dev, parce que du coup, tu es quantum software engineer, donc tu es quand même développeur, même si tu n'es pas développeur de formation. C'est ça. Mais aujourd'hui, tu fais du dev. Ça ressemble à quoi de développer pour un ordinateur quantique? Et du coup, première question toute bête, tu fais ça en quel langage? Donc nous, en fait, on fait tout sur Python, parce qu'on veut développer, en fait, je pense que je suis dans la boîte, j'ai un collègue qui est beaucoup plus développeur, dans le sens software développeur que moi. Parce que moi, en gros, je vais plutôt essayer de développer des nouveaux algorithmes ou des nouveaux programmes, des nouvelles idées. Et pour ça, en fait, tous les physiciens et tout, on utilise beaucoup le Python parce que Python, c'est un langage qui est facile pour nous. Il y a plein de bibliothèques ouvertes, il y a plein de choses différentes à faire. Et en gros, on code en Python. Ouais. Et alors, du coup, comment dire, ce que tu dev aujourd'hui en Python, c'est quoi? C'est une application qui a un but précis, ou l'idée c'est de voir ce que tu peux faire parce que comme tu as quand même un travail de chercheur, oui. L'idée c'est de développer des algorithmes pour voir dans quelle mesure ça peut s'appliquer à l'informatique quantique, ou est-ce que ce que tu codes en Python, c'est des choses qui vont jouer sur la façon dont les lasers et les atomes s'agencent dans ton ordinateur? Ouais, donc tu as effectivement ces deux missions-là différentes, et donc toute la mission en fait de software pour la machine, il est fait par une équipe dédiée chez Pascal. Et par contre, moi, effectivement, je développe des applications. Et j'ai un exemple hyper simple. C'est un article qu'on a sorti en janvier avec EDF. Et l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut optimiser des recharges de véhicules électriques. Parce qu'aujourd'hui, des véhicules électriques, il y en a de plus en plus. Et en fait, le fait d'avoir des véhicules électriques et peu de stations de recharge, ça crée des problèmes d'optimisation qui sont assez importants. Et tu as aussi, en fait, de plus en plus, on veut faire en sorte que les batteries des voitures électriques soient aussi en fait des contenants d'énergie avec lesquels tu peux remettre de l'énergie après sur ton réseau. Et donc ça c'est une technologie où en gros l'idée c'est que avec les énergies renouvelables, comme ton apport d'énergie n'est pas tout le temps constant, genre les éoliennes elles marchent qu'une partie de la journée, tu as l'énergie qui arrive sur les réseaux, et si personne l'utilise, tu la perds cette énergie. Et donc les gens, EDF, Engie se sont dit, pourquoi on n'utiliserait pas les voitures garées, les véhicules électriques, pour mettre l'énergie à l'intérieur et attendre quand la demande est grande, ressortir l'énergie du véhicule pour renvoyer l'énergie, tu vois, sur le grid électrique. Et en gros, associé à ça, en fait, tu as des problèmes d'optimisation qui sont assez difficiles et qui se mappent hyper bien sur notre plateforme d'atomes froids. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que pas tout seul évidemment, mais on a écrit en gros un code qui permet de montrer comment est-ce que ce problème d'optimisation, on peut l'envoyer sur la machine et en sortir une solution optimale en gros.
Donc ça, c'est un exemple d'application que j'ai faite. C'est assez ouf. Du coup, la question va être très spécifique au projet EDF, mais parce que donc l'idée, c'est d'utiliser le parc de voitures comme du stockage, C'est ça. sans forcément que les utilisateurs le sachent. Ouais, tu pourrais te faire payer pour. Ok, mais du coup, en fait, il faut que tu arrives à récupérer l'électricité quand on a besoin, C'est ça. sans non plus vider la voiture, parce que si le mec en a Exactement. besoin, il faut qu'il puisse rouler avec, quoi. Voilà, et donc t'imagines que si tu commences avec même avec un parc automobile de genre 800 voitures, ça te prend un temps fou avec des ordi classiques de le résoudre. Alors que nous, avec notre ordinateur quantique, on serait sûrement capable de le faire beaucoup plus rapidement. Du coup, le problème du voyageur de commerce, Ouais. aussi, ça c'est un truc que vous pouvez torcher en quelques cycles, quelques shots. En fait, ce dont on s'est rendu compte, et là c'est en étant très honnête, parce que je veux pas survendre, on a un problème en ce moment, c'est qu'il y a il y a une espèce de bulle qui est en train de se faire autour de l'informatique quantique, et je trouve ça quelquefois un peu dangereux quand les gens avancent beaucoup trop de résultats incroyables. On s'est vite rendu compte, nous en bossant avec EDF, que ok, en fait c'est très difficile d'avoir une solution exacte à ton problème, mais les industriels, ça les intéresse pas les solutions exactes. Ils veulent une solution qui est optimale, ou qui est au moins, tu vois, 95% proche, enfin 95% de la solution optimale. Et en fait, tu as tout un pan d'algorithmes d'approximation qui marche hyper bien. Et typiquement, le problème du voyageur de commerce, en fait, tu peux, si jamais ton problème de voyageur de commerce, il est inscrit par exemple sur une carte, il doit être de ville en ville, en fait, trouver une solution approchée, c'est ultra rapide. Alors qu'on te le donne toujours comme l'exemple du truc hyper dur. Mais en fait, c'est hyper dur dans des espèces de topologies de graphes hyper compliquées. Mais en fait, sur des graphes qu'on utilise tous les jours, les industriels l'utilisent, c'est en fait assez rapide. Donc je pourrais te dire, oui, on sait le faire aussi, mais en fait, les ordi classiques savent le faire très bien aussi aujourd'hui. Oui, ce que tu dis effectivement est très vrai. Dans l'industrie, on a un côté done is better than perfect. Donc il vaut mieux faire un truc plutôt que de chercher à une solution parfaite. C'est-à-dire que parfois, tu vaut mieux gérer quelques edge cases qui ne fonctionnent pas. Plutôt que de s'embêter à chercher le truc absolument parfait. Exactement. Et alors du coup, toi, dans votre démarche de chercheur, vous avez peut-être, au contraire, cette recherche de perfection C'est c'est une super remarque, c'est que d'un côté, tu vois, d'un point de vue académique, avec ma directrice de thèse, je dois travailler sur des sujets où on montre, tu vois, on pose les fondations clés on pose les fondations théoriques d'un certain problème, et puis on fait des classes de complexité, blablabla. Et en fait, après, quand nous, on discute avec la boîte, quand on discute avec des clients, ils s'en fichent un peu de tous ces trucs-là. Ils veulent juste une solution. Donc, c'est difficile de maintenir un cap sur les deux. Je pense que c'est important d'avoir... il faut avoir quand même... C'est encore un sujet qui est assez deep tech, donc pour être sûr de bien comprendre ce que tu peux faire, les limites de ce que tu peux faire, c'est important d'être ancré dans l'académique, donc où tu cherches des résultats perfect. Mais par contre, pour tes clients, il y a des moments où il faut juste passer en mode... on fait un projet, tu vois, ciblé pour EDF, par exemple. Et voilà, quoi. Ouais. Ouais. Alors, du coup, donc toi qui n'es pas du tout développeur d'origine, est-ce que tu connais des gens qui font du Python sur des ordinateurs classiques ? Ouais. Est-ce que du coup, tu saurais dire quelle est la différence quand tu fais du Python pour un ordinateur quantique versus un ordinateur classique ? C'est honnêtement pas si différent. Ah ouais ? C'est vraiment pas si différent, parce que juste... On construit, tu vois, il y a plein de couches, genre si tu dois faire le compiler par exemple, c'est comme un compiler classique, mais juste les choses que tu traites, c'est quand les informations que tu traites, tes variables et tout, ça va correspondre à des choses quantiques. Mais en soi, en fait, t'as même pas tellement besoin de savoir comment ça se passe. Tu peux quand même, toute ta structure de code, en fait, nous on répète des structures de programmation classique. Ou tu vois, le front-end, les classes informatiques qu'on fait et tout, c'est juste, il y a un truc qui s'appelle, pascaldevice.qubit, et voilà, ça correspondra à un atome dans ton système, Okay. mais en soi, tu vois, toute la structure de programmation est la même. Donc attends, tu nous dis que t'es quantum software engineer, est-ce que tu bosses avec des lasers, et vous avez même pas une librairie Python qui a un nom cool ou un truc Si, elle s'appelle Pulsar. Ok, d'accord. Pulsar, et c'est ce qui te permet, en fait, c'est quand tu vas écrire une séquence pour ton laser, en fait, à faire sur la machine. Et en fait, c'est la séquence de pulse. Au-dessus de ça, il y aura un algo. Tu écriras ton algo, ça sera converti en une séquence de pulse que tu fais pulse laser que tu fais sur la machine. Et après, ça fait sur la machine et ça revient à toi l'information. Mais donc, on est en train de construire ces couches-là au fur et à mesure. Donc, Pulsar, c'est notre librairie hyper cool. Ouais. Et donc, du coup, c'est cette librairie Pulsar qui va déterminer le nombre de shots qui vont être faits pour résoudre le truc. Ouais. C'est même pas un truc que tu décides, toi. Si, tu peux décider. Ouais, si tu peux poser, toi, le nombre de shots que tu veux. Ça sera quand tu poseras ta fonction, tu diras n shots égale 10 000 et voilà. Du coup, tu sais comment est-ce que Pulsar décide comment c'est déterminé le nombre de shots C'est en fonction j'imagine qu'il y a une corrélation avec la complexité ou quelque chose ou...
C'est une bonne question. Aujourd'hui, c'est juste à la main. C'est nous qui regardons à la main combien de shots tu as besoin. Et en fait, aujourd'hui, ouais, ça dépendra effectivement de la complexité de ton problème. Et en fait, surtout le nombre d'atomes que tu as. Parce que si ce que tu dois explorer, en gros, c'est avoir un peu une idée des états qui ont la plus haute probabilité. Et si tu fais ça si c'est dans un espace à 2 puissance 100 atomes, donc un truc à des milliards de milliards de milliards, il va falloir que tu fasses beaucoup de shots pour être sûr que tu n'es pas en train de rater le shot qui t'intéresse. Et par contre, si tu as un tout petit système, tu as besoin de faire beaucoup moins de shots. Okay. Donc ce sera plutôt en fonction de la taille du problème, je pense. Okay. Mais du coup, c'est déterminé plus ou moins, je vais pas dire au doigt mouillé, parce que je me doute que vous faites vraiment au doigt mouillé. C'est vraiment du doigt mouillé. Ouais. Bon. Je peux te dire, j'ai même des figures dans des papiers en interne où je montre au doigt mouillé qu'il vaut mieux prendre 200 samples plutôt que moins. Tu vois, juste pour avoir une idée de. Ouais. Je vois. Il y a un aspect du coup aussi, je sais plus où j'avais vu ça, il y a un moment où on avait tellement amélioré les performances réseau qu'on avait des disques durs qui écrivaient pas suffisamment vite pour supporter le flux de données qui arrivait par le réseau. J'imagine que vous, aujourd'hui, avec un ordinateur quantique, tu as une puissance de calcul qui fait qu'une RAM traditionnelle, une carte mère traditionnelle, un disque dur traditionnel, c'est peut-être aussi pas adapté. Donc, en termes de hardware global, si on prend un ordinateur quantique et pas uniquement le QPU, qu'est-ce qu'il faut changer sur un ordinateur quantique par rapport à un ordinateur aussi classique ? Ouais, c'est une bonne question et je pense que en fait, toute la partie, tu vois, de process vraiment purement quantique, elle se base sur ton QPU. Et après, ça te sort En fait, la vitesse dont tu as besoin, c'est la vitesse des shots qu'on est capable de faire sur la machine. Et en fait, aujourd'hui, ce cycle, tu vois, ce clock, il est toujours très inférieur à ce qu'on est capable de faire. Genre, on n'est pas en train de balancer des photons à toute vitesse vers le... Tu vois, nous, on balance des bit strings à la RAM. Donc, on peut juste... Tu vois, ça, pour l'instant, c'est pas un problème. Oui, tu disais effectivement vous étiez à 10 kHz, c'est ça Ouais, c'est ça, à une dizaine de hertz. À une dizaine de hertz, ouais, donc c'est vraiment large. Ouais. Ouais. On a le doute encore. Alors du coup, justement, vous avez un processeur qui est donc à une dizaine de hertz. Est-ce que sur le marché, parce que vous n'êtes pas les seuls à faire des ordinateurs quantiques, est-ce que tout le monde est grosso modo au même niveau ? Est-ce qu'il y en a qui sont à des niveaux stratosphériques ? Est-ce que vous êtes à des niveaux stratosphériques ? Alors nous, sur notre plateforme en tout cas, il n'y a qu'un laboratoire au monde qui sait faire la même chose que nous, c'est le laboratoire qui est à Harvard. Et ce sont des gens dont on est assez proche d'un point de vue académique. On travaille beaucoup ensemble sur des projets. Et donc ça, pour le coup, en termes d'atomes froids, encoder l'information des atomes froids, on est honnêtement, en Europe, on est vraiment les meilleurs. Et au monde, en gros, ça se discute un peu, mais on fait partie vraiment des top. Par contre, effectivement, comme tu as dit, il y a plusieurs plateformes différentes. Tu peux encoder l'information de façon quantique sur des photons, donc ça s'appelle les plateformes photoniques. Donc ça, tu as des boîtes comme Xanadu, par exemple, qui le font, qui est au Canada. Après, tu peux faire des supraconducteurs. Et donc ça va être Google, IBM. En fait, ça, c'était un peu les premières plateformes sur lesquelles on a essayé de faire l'informatique quantique, c'était les supraconducteurs. Et les supraconducteurs, par exemple, ils ont un sampling rate qui est beaucoup plus élevé que le nôtre. Mais en fait, chaque plateforme a ses avantages et ses inconvénients. Et nous, tu vois, nos atomes, ils sont tous indiscernables, exactement les mêmes. Et on peut les mettre n'importe où dans l'espace pour créer des connectivités comme on veut. Alors que la plateforme de Google, par exemple, leurs transistors, ils sont vraiment fixés. Et ils peuvent pas changer la connectivité, qui est un truc en fait qui est assez important si tu veux pouvoir faire des calculs compliqués. Et ils ont en gros, leurs transistors, comme ils sont construits avec tu vois, des nanomatériaux, ils sont pas les mêmes, pas exactement les mêmes. Et donc du coup, tu vois, des possibilités de superposition, etc., que nous on a naturellement sur notre machine, eux l'ont pas du tout sur la leur. Mais la plateforme photonique, par exemple, c'est une plateforme que je trouve personnellement est super intéressante. Parce que la photonique, les fibres optiques et tout, ça a été développé dans les 10 dernières années et c'est arrivé à un point assez remarquable. Mais tu vois, nous on a 100 atomes dans la machine, donc 100 qubits, et eux aujourd'hui ils sont à 8. Donc ils vont vite, ils ont du bon sampling rate, ils ont des qubits qui se ressemblent, mais ils peuvent qu'en avoir 8. Et s'ils veulent en avoir genre 10 000, je me demande vraiment comment ils vont faire. Mais donc c'est intéressant parce qu'en fait, si tu veux, chaque plateforme, nous on a beaucoup de qubits assez facilement. Mais on a un sampling rate qui est pas génial. D'autres ont des problèmes inverses. Et donc, je pense que c'est plus simple d'augmenter ton sampling rate que d'augmenter le nombre de photons que tu es capable de mettre en intrication sur ta puce. Ouais. Et cette différence entre... Donc, il y a 3 modèles. Il y en a vraiment que 3, il y en a d'autres encore qui essayent de... Il y en a plein d'autres. Tu peux faire sur des nanotubes de carbone, tu peux faire sur... Ouais.
Et cette différence entre chaque modèle, du coup, est-ce qu'on parle d'une différence comme un ordinateur Windows et un Mac? C'est-à-dire que au final, il y a, comme tu dis, c'est quelques avantages, quelques inconvénients, mais en fait, on fait grosso modo la même chose. Ou est-ce qu'il y en a vraiment qui ont des applications dédiées à certains types de calculs, ont certains avantages que d'autres vraiment n'auront jamais? Alors, donc oui, nous, notre plateforme, en fait, tu vois, pour simuler des systèmes quantiques, c'est vraiment notre plateforme qui est la plus performante. Parce que nous, on a un ensemble d'atomes qu'on peut être n'importe comment, on peut faire agir les lasers à peu près comme on veut, et on peut explorer des phases exotiques de la matière que personne d'autre sait faire. Ça, nous, on sait le faire hyper bien. Par contre, tu vois, Google, IBM, eux, depuis le début, ils essayent de faire un ordinateur universel sur lequel tu peux faire n'importe quel type d'algo. Et donc, eux, ils ont une plateforme qui est capable de faire... qui vise en gros à faire des calculs plus généraux, plus universels. Et ça, nous, aujourd'hui, donc on va le faire aussi, mais pour l'instant, c'est pas notre meilleur atout. Ok. Et du coup, est-ce que ça veut dire que vous, si vous êtes à cette simulation quantique, est-ce que vous pouvez simuler n'importe quel autre modèle d'ordinateur quantique? Ouais, mais ça, ce serait... En fait, effectivement, tu peux. Si tu as des... tu peux effectivement simuler avec un ordinateur quantique un autre ordinateur quantique. Et donc, du coup, vous pourriez être le début de la virtualisation. Je sais pas si tu es familier avec ce concept qu'on a. C'est-à-dire que nous, en fait, sur des CPU traditionnels, dans les serveurs, on a des machines virtuelles, en fait. Donc, tu as une machine physique qui va héberger X machines virtuelles. Il va y avoir du Windows, enfin, tout type de système d'exploitation. Est-ce que vous, à l'avenir, vous pourriez être ça, en fait, un ordinateur quantique qui fait tourner des ordinateurs quantiques virtuels, une espèce de virtualisation de quantique, quoi. Why not, hein. Franchement, why not, pourquoi pas, ce serait très marrant. Et ouais, pourquoi pas. Mais je pense que ce sera dans un paquet d'années quand même. Faut attendre un peu. Faut vraiment, tu vois, là, on est un peu... quand j'expliquais à mon frère, en gros, qui est assez féru et qui s'intéresse, et il me disait, mais en fait, j'ai l'impression que vous en êtes encore à l'époque des perceptrons, tu vois, des tout petits modèles, un peu des jouets, quoi. Et donc, c'est le cas, en fait, c'est vrai, c'est le cas, mais juste, ça va tellement, tellement vite. Enfin, nous, même dans notre labo, il y a 10 ans, ils avaient à peine piégé un atome qu'ils arrivaient à peine à contrôler, et aujourd'hui, ils s'en sont à genre, tu vois, 450 atomes qui contrôlent hyper bien et tout, donc ça va à une vitesse assez incroyable, cette informatique quantique. Donc ça a l'air aujourd'hui, en fait, encore assez petit comme domaine, mais il y a de grandes chances que ça aille très vite, et il y a des investissements énormes qui commencent à se déverser, donc j'ai l'impression que ça va être, les prochaines années vont être assez palpitantes. Alors, je dirais pas que c'est petit, parce que je pense qu'on est nombreux, en tout cas, en écoutant cette émission. En tout cas, moi, c'est mon cas, et je crois que je vois sur le chat que c'est a priori le cas aussi. Ça nous paraît pas petit, bien au contraire, c'est déjà énorme, en fait. Ça a commencé en 90, grosso modo, c'est ce que tu disais, quand tu as fait un petit historique au début, c'est 90, donc ça fait 30 ans, c'est assez ouf d'avoir déjà réussi à faire tout ça en 30 ans. C'est vrai, c'est assez remarquable. Est-ce qu'on peut imaginer, donc aujourd'hui, ce que tu projettes comme ouverture au grand public des ordinateurs quantiques, ce que tu m'as dit, c'est un truc dans un data center où le data center va du coup décider un gros calcul de le pousser là-dessus. Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour ce sera vraiment en mode ouvert, c'est-à-dire on pourra accéder à ces calculs-là as a service, donc on peut vraiment souscrire à un truc et compagnie. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que c'est déjà possible? Est-ce que ça a des coûts exorbitants et comment ça se... Est-ce que moi, il y a une chance qu'un jour, dans ma vie, j'ai déjà 40 ans, est-ce qu'il est possible que dans ma vie, j'utilise un ordinateur quantique un jour? Bien sûr, oui, tu peux déjà le faire en fait. Hein. Tu peux déjà le faire avec... Donc IBM te propose d'envoyer des calculs sur l'ordinateur quantique, et c'est leurs ordinateurs quantiques, tu vois, petits, qui permettent juste de faire joujou, mais tu peux, c'est gratuit, et moi, quand j'ai commencé à découvrir l'informatique quantique, tout de suite, c'est un des premiers trucs que j'ai fait, c'est jouer avec. Et nous aussi, ça sera disponible en cloud. Et il y aura évidemment des accès pour les individuels. Enfin, ceux qui veulent en tout cas faire des calculs quantiques, ce sera totalement accessible. Et tu pourras te dire que tu es effectivement en train de faire du calcul sur des atomes, qui est assez cool quand même. Vous avez déjà un lien, des tutos qu'on peut utiliser là-dessus? Oui, donc sur Pulsar, peut-être que je pourrais mettre un lien un moment. Et en gros, sur Pulsar, il y a plein de tutos qui montrent comment ça fonctionne. Les machines aujourd'hui sont en train d'être construites, donc elles ne sont pas accessibles encore. Mais d'ici la fin de l'année, normalement, ça sera disponible en cloud. D'ici la fin de l'année, c'est ouf, mais c'est super proche la fin de l'année, c'est dans 6 mois même pas, quoi, un truc de ouf. Ouais, c'est ouais, c'est génial.
J'avais une question, mais je vois quelqu'un qui fait waouh dans le chat parce que oui, c'est ouf, c'est ouf ce que tu nous annonces. Attends, j'avais une question qui m'est sortie de la tête. Je vais voir si c'est pas. Je la retrouve pas. C'est pas grave. Bon, c'est un projet qui est complètement ouf pour tout le monde. Donc a priori. Il y a peu de chances que ça devienne un truc vraiment grand public, vraiment mainstream. Ça restera quand même Exactement. assez spécifique. Ouais. Ah si, j'ai retrouvé. Est-ce que, par exemple, l'IA, c'est un truc on a survendu l'IA pendant quelques années. Mhm. En mode, enfin tu vois, il y a des gens qui nous ont dit que bientôt il y aurait des IA partout qui nous remplaceraient en faisant tout et compagnie. En fait, on sait aujourd'hui que c'est difficile de faire une IA généraliste, qu'en fait on sait faire des trucs très spécifiques, mais c'est difficile de faire des trucs généralistes. Est-ce que l'informatique quantique va permettre justement un bond dans l'IA grâce à cette capacité de calcul ou pareil, on en est encore trop loin, c'est encore trop théorique, c'est encore pas forcément la réponse. C'est encore très théorique, mais c'est des questions sur lesquelles je travaille aussi. Donc il y a tout. En fait, ma directrice de thèse, dans son labo, elle a plusieurs départements et un département de quantum machine learning. Et faire du quantum machine learning, c'est soit renforcer des algos de machine learning, d'IA, de machine learning classiques, les booster avec un peu d'informatique quantique, ou alors, dans l'autre sens, essayer de faire des calculs quantiques en faisant un peu de machine learning classique et tout. Enfin, il y a plein de liens. Je pense que oui. De la même façon que les algorithmes classiques, quantiques peuvent être plus puissants que des algos classiques sur des problèmes problèmes combinatoires, ça sera aussi le cas en IA. Je pense que vraiment qu'il y aura des zones sur lesquelles tu pourras, tu vois, typiquement faire comme sur ton calcul classique où tu dis, ah tiens, cette partie-là, je pourrais faire quantique, tu lances ton calcul. On pourrait faire pareil, là, pendant ton entraînement, ton réenforcement, tu pourrais dire, ah, cette partie-là, en fait, bon, go faire une partie quantique dessus. Et j'ai l'intuition, hein, j'ai pas la preuve que c'est vrai, mais enfin, si c'est le cas pour les algorithmes normaux, ça sera aussi le cas pour l'IA. Ouais. Alors, tu seras forcément biaisé sur ma question, mais du coup, dans la continuité de cette réflexion, on a survendu l'IA, et aujourd'hui on réalise qu'en fait l'IA, c'est pas vraiment ce que c'était. Si on remonte plus loin dans le temps, on a survendu la domotique. Enfin, je me souviens, moi, quand j'étais petit, Ouais. il y a 30 ans maintenant, on nous annonçait des maisons hyper intelligentes où quand tu rentres, tout s'allume et compagnie. 30 ans plus tard, c'est franchement compliqué d'avoir une maison où quand tu rentres, le chauffage s'allume et compagnie. Est-ce qu'il y a un risque que l'informatique quantique, ce soit aussi au final un truc, un rêve dont on fait beaucoup de choses et qui en fait donne pas forcément tous les résultats qu'on attend? Ouais, évidemment. Et moi, c'est le truc qui m'inquiète le plus, en fait, c'est les gens qui survendent énormément ce genre de truc. Tu vois, et l'IA, c'est vrai, il y a eu un hiver de l'IA, en fait, dans les années 80, parce qu'en en fait, il n'y avait pas encore assez de data pour que ce soit vraiment efficace. Et puis c'est revenu et les gens se sont dit, ah, putain, incroyable, plus de data, ça marche hyper bien. Et donc, moi, je me demande s'il va pas y avoir un moment, un Quantum Winter, où, tu vois, là, en ce moment, enfin, il y a des... Tu vois, il y a une société américaine qui s'appelle IonQ qui a fait une introduction en bourse, qui construit un ordinateur quantique avec des ions. Et ils ont fait... genre, ils sont valorisés de 2,3 milliards de dollars. Et honnêtement, ils ont rien sur leur système. Tu vois, c'est un tout petit système, juste ils disent, vous inquiétez pas, dans 10 ans, on aura quelque chose de très performant. Mais il y a un danger, en gros, que l'informatique quantique soit survendue. Et il faut vraiment faire attention parce que il y a vraiment c'est un énorme challenge. Et il faut des scientifiques qui construisent des machines qui soient hyper forts. Il faut des mecs qui fassent des travaux théoriques qui soient hyper forts. Mais en gros, ça va être un travail de taré. Et ce serait dommage qu'on se fasse bloquer dans ce travail parce qu'il y a une hype trop grosse et qui éclate et qui n'intéresse plus personne. Mais fondamentalement, l'informatique quantique, c'est sûr que c'est intéressant et que ça marche, quoi. Mais juste, faut laisser le temps aux chercheurs de le faire proprement. Et c'est un peu dangereux quand tous les investisseurs se bousculent, se disent... Si jamais là, tu vois, des gens, ils ont investi, t'as des investissements de genre 100 millions, 200 millions, et qu'ils attendent des résultats dans 5 ans, et que dans 5 ans, il n'y a rien, c'est un peu la fin, tu vois. Alors que pourtant, c'est vraiment des choses qu'on pourrait développer et qui sont intéressantes. Donc, il faut faire gaffe. En même temps, cet afflux d'argent, ça finance la recherche, ça aide à faire progresser, donc c'est aussi une bonne chose. C'est ça, c'est une bonne chose, mais il faut qu'il y ait assez de résultats pour que les mecs soient contents. Il faut des livrants, effectivement, derrière. Exactement, il faut des livrants. Et si on le fait mal, c'est là où tu peux avoir cet hiver... Parce que tu vois, tu parles de l'hiver de l'IA et comme quoi on a vu qu'avec plus de data, on fait plus de choses. Mais en même temps, moi je prends l'exemple de la voiture autonome. Ouais, très intéressant. La voiture autonome, attends,
je raconte une histoire personnelle. Il y a 6 ans de ça, voiture autonome, on en parlait partout. On disait que ça allait être un truc de ouf. Il y avait déjà des premiers tests qui fonctionnaient vachement bien. En Californie, c'était top et compagnie. J'ai un groupe sur Telegram avec mes potes, un groupe de geeks. On parle que de trucs de geeks. Enfin, là, normal, je pense que Trop cool. tous les gens qui écoutent ce podcast ont à peu près le même niveau. Et il y a une quinzaine de personnes sur ce groupe. Et j'ai dit que, d'après moi, à la fin du mandat du prochain président, donc du coup c'est le président actuel en ce moment, donc à la fin je savais pas que ce serait Macron, mais donc à la fin du mandat de président de Macron, les voitures autonomes seraient légales sur les routes en France. Ok. J'étais sûr de moi, tu vois, j'étais en mode sûr quoi. Et je dis, si c'est pas le cas, j'invite tous les gens de ce groupe à déjeuner. Bon bah Macron arrive bientôt au bout de son mandat, clairement ce sera Dommage pas le que cas. je sois pas dans le groupe. Et ce qu'on voit en fait, c'est que en Californie, quand tu as un climat qui est le même quasiment toute l'année, que tu as des conditions qui sont au final hyper contrôlées, c'est facile, ça fonctionne très bien. Mais tu prends la même voiture, tu la mets en Suède, où tu as des tempêtes de neige de ouf en hiver et il fait super beau en été. En fait, la voiture, elle sait pas gérer ce genre de cas extrêmes. Et donc en fait, l'IA, oui, mais en fait dans des conditions hyper restreintes quoi. Et du coup, est-ce que pareil l'ordinateur quantique, il y a pas, même si on parle d'hiver et compagnie, tu vois, on est sorti de l'hiver de l'IA et pourtant je trouve qu'il y a encore une déception, tu vois ce que je veux dire, sur ce qu'on avait promis. Est-ce que d'après toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors j'imagine que c'est encore tous les débuts et que mais est-ce que toi tu vois déjà des écueils sur cette informatique quantique sur lesquels on pourrait du coup en arriver à ce genre de déception? Ouais, je pense que tu vois, en général, les gens qui sont loin de la machine, donc les informaticiens théoriciens, qui écrivent des algos avec des portes logiques et qui te sortent des trucs de malade, genre l'algorithme pour casser un code de cryptographie, il te faut 1 million de qubits pour que ça marche bien, et 1 million de qubits, il faut qu'il soit corrigé. Et en général, pour corriger un qubit, il faut que tu en mettes plus autour de lui, et en gros, il faut mettre 1000 qubits autour de 1 qubit pour avoir que le tout soit protégé. Donc en gros, il te faudrait, tu vois, genre plus d'1 milliard de qubits dans ta machine. Ça paraît ultra dur à faire. Et ça serait tu vois, en fait, je vois pas quand on va réussir vraiment à faire cet algo-là. Par contre, nous, ce qu'on fait déjà aujourd'hui, c'est qu'on est capable d'explorer, donc comme je disais, mais tu vois, des phases de la matière que personne ne connaît. Et on peut découvrir de nouvelles choses pour des nouveaux matériaux, pour de la superconductivité. Genre, t'as plein de domaines intéressants qui vont être fructueux. Et d'autres, ouais, tu vois, typiquement, ces trucs de... En fait, c'est ça. Plus les gens ont sorti des algos généraux qui sont très loin de la machine et tout, ça va prendre vraiment beaucoup de temps et je vois même pas à quel horizon on va vraiment réussir à faire ce genre de machine. Alors, enfin, d'application. Ouais. Parfois, dans des débats de gens plus ou moins instruits, ça m'est déjà arrivé souvent d'entendre des gens dire « Oui, mais tu sais, en physique quantique, on n'a pas tout expliqué. On ne sait pas tout, il y a encore des tas de choses. » En général, les gens qui ont ce genre d'arguments, c'est des gens qui veulent te faire comprendre que, soi-disant, la science, c'est pas ce que c'est et qu'en fait, il faut... Enfin bref, je sais pas quoi. C'est des arguments qui, en général, m'énervent. Mais du coup, je profite de t'avoir. Est-ce que c'est vrai que dans la physique quantique, on n'a pas encore tout expliqué? Et est-ce que, du coup, dans l'informatique quantique, ça veut dire qu'il y a encore un champ de possible d'inconnus qui pourrait nous amener encore plus loin que ce qu'on a déjà réussi à faire en quelques années? Donc, c'est vrai qu'il faut rester humble quand on fait de la science, parce que de toute façon, on trouve des choses et on vérifie par l'expérience que ça a l'air vrai et tout, mais en gros, tout en science est vrai tant que ça n'a pas été démontré faux. Et c'est comme ça qu'on fonctionne depuis... C'est pour ça que la communauté scientifique, elle marche bien, c'est parce qu'on passe notre temps à démontrer que des gens ont dit des choses fausses, et on construit petit à petit un espèce d'énorme, tu vois... un énorme espèce de conglomérat d'axiomes qui se vérifient, qui en fait, plus t'en rajoutes, plus c'est solide et genre ça paraît de moins en moins possible que ce soit faux. Donc on s'en assure comme ça. En physique quantique, tout le XXe siècle, ça a été juste découverte sur découverte sur découverte sur découverte sur découverte. Et les plus gros problèmes de physique quantique, ça a été démontré en fait. Et tu vois, un des cofondateurs de notre boîte, qui s'appelle Alain Aspect, qui est quasiment, qui est, j'espère, futur prix Nobel, c'est lui qui a démontré, tu vois, il y avait Einstein qui disait « je crois pas au fait que Dieu joue au dé », et il pensait qu'il y avait des variables locales cachées dans les systèmes quantiques qu'on voyait pas, en fait. Et Alain Aspect, donc un de nos cofondateurs, c'est lui qui a fait de l'expérience, qui a prouvé qu'il n'y avait pas de variables locales cachées en physique quantique, et donc a vraiment prouvé que c'est bien vrai, on est sur la physique quantique. Et c'est tellement beau, en fait, parce que depuis qu'on a la physique quantique, il y a tellement de choses en physique qui, d'un coup, deviennent naturelles et pouf, tu vois, qui déroulent. Et donc, je pense que
les gens qui te disent qu'on ne sait pas tout en physique quantique, oui, parce qu'on ne sait jamais tout sur tout, mais on en sait quand même énormément. Je trouve ça top, cette idée qu'il n'y a pas de variable globale en informatique quantique. Tu vois, cette notion très informatique dans le monde réel, entre guillemets. Je trouve ça assez ouf. Merci beaucoup, Constantin, pour tout ça. C'était top. T'es le premier Quantum Software Engineer que je reçois qui bosse avec des lasers. Je trouve ça un métier formidable. Juste pour dernière question, donc là tu nous dis que tu bosses avec quelqu'un qui t'espère sera futur prix Nobel. Ouais. Je réalise qu'en fait du coup t'es clairement quelqu'un de brillant face à moi et c'est super agréable, mais j'imagine que tu bosses avec des mecs aussi qui sont archi brillants. Ça doit être absolument... est-ce que c'est ouf au quotidien? Est-ce que parfois tu te sens tout petit face à ces gens-là et tu as l'impression d'être moins que rien face à... Enfin, tu vois, comment c'est de travailler avec des gens comme ça, quoi. Mais ça, t'as raison. Ça, c'est un des trucs que je trouve le plus remarquable, c'est que dans ces environnements-là, les gens sont juste tellement intelligents. Enfin, tu vois, tous les gens avec qui je bosse, il n'y en a pas un où je me suis dit « Ah ouais, putain, il comprend pas très vite et tout. » En général, c'est moi. Je me dis « Putain, moi, je comprends pas très vite et tout. Il parle de quoi exactement et tout ?» Donc, c'est vrai que ça, c'est un des aspects les plus incroyables, c'est qu'on bosse avec des gens... Bon, c'est hyper... Tu vois, on est beaucoup de Français encore aujourd'hui, mais dans la boîte. Mais en gros, dans la boîte... t'as juste... Tu vois, j'ai fait une réunion. Là, j'ai un stagiaire qui était arrivé en juin, qui est un élève de Polytechnique. Et en gros, on fait une réunion et pour qu'il nous présente un peu ce qu'il fait. Dans la réunion, on était genre 6. Et sur les 6, t'as genre 4 mecs de Polytechnique, 2 mecs de l'ENS. Et juste, tu parles pendant une après-midi de quantique au tableau et tout. Et c'est des environnements que moi, j'adore, tu vois. C'est des moments assez fascinants. Et je me dis que plus tard, dans un autre métier, je repenserai à ces moments-là où t'es vraiment avec des gens super brillants. Et c'est hyper agréable. Mais c'est vrai que moi, j'ai souvent un syndrome de l'imposteur où je me dis, ok, faut continuer à délivrer des résultats parce qu'il y a des gens vraiment très forts. Bon, profites-en, et je te souhaite de jamais changer d'environnement parce que si tu regardes vraiment d'entreprises plus classiques où tu as des réunions avec une Chantal qui comprend rien à rien, ça peut être très énervant. Merci beaucoup, Constantin, pour tout ça. J'aurais une dernière question qui est une question rituelle dans le podcast FTTD. Est-ce que tu es plutôt tabulation ou espace? Je suis évidemment tabulation. Mais il m'arrive, quand je me trompe, en général, ça repart en espace juste pour être sûr. D'accord. Super, merci beaucoup, Constantin. Merci beaucoup, Bruno. Et merci à tous de nous avoir écoutés jusque-là. Un épisode qui fait complètement rêver. Un Quantum Software Engineer qui bosse avec des lasers. Moi, je trouve que c'est absolument génial. Partagez cet épisode autour de vous, réécoutez-le. Je sais que moi, il y a des chances que je le réécoute pour être sûr d'avoir bien compris tout ce qu'a pu dire Constantin, pour m'assurer que j'ai pas eu l'air trop bête aussi non plus dans mes questions. Aussi, si vous avez le temps, n'hésitez pas, si vous écoutez jusque-là, vous avez peut-être le temps de rajouter 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Ce sera effectivement l'occasion de me faire remonter dans les classements. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site iftttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.